Bon retour, nous sommes de nouveau sur le podcast d'Ona et nous avons un invité prestigieux et c'est quelqu'un que j'attends depuis très très longtemps. On va aller droit dans le but. Bonjour ou bonsoir Yannick, comment tu vas? Ça va très bien. Et les affaires, Écoute, ça va. ça va? Ça va, ça va. On a beaucoup parlé en off et moi je te connais. Mm. En fait, j'aime le dire, je sais pas pourquoi, moi je te connais. Ouais. Je sais que des entrepreneurs te connaissent, ils sont nombreux à te connaître, mais j'aimerais quand même que tu te présentes, que tu nous donnes ton background. Ok. Mm. Background académique, professionnel, Tout, tout. donne-nous tout. Ok. Donc, Yannick Ebibier. Moi, je suis né à Libreville, Mhm. 29 septembre 1980. Ok, D'ailleurs, c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps, hein. ok. C'est vrai que j'ai une baby face comme ça, mais je suis Ok. plus si jeune. Et j'ai eu mon bac au Collège Bessieux. Ok. Mais j'aime dire que je suis du lycée d'application parce que je fais de la sixième, mon second au lycée d'application Mhm. et mon second cycle à Bessieux. Bien sûr, ok. Voilà. Terminal D. Mhm. J'étais un peu bon partout. Mhm. Et à l'époque, on disait que si tu veux pas une série scientifique, tu vas pas réussir ta vie. Donc, la C, c'était un peu chaud. Mais la D, voilà, c'est passé. Mhm. Et puis, j'ai eu mon bac. Mhm. Et quand j'ai eu mon bac, je suis rentré dans une prépa qui s'appelle le Centre franco-américain de management de Lyon. Donc, c'est une école de commerce qui vous prépare en fait à rentrer dans les écoles de commerce américaines. Oh, ok. Donc, le deal était intéressant parce que à la fin du cursus, tu sortais avec un double diplôme Mhm. et tu pouvais en fait passer une partie de ta scolarité en France à Mhm. payer les tarifs de France, ce qui était intéressant. Mhm. Et puis l'autre partie, tu peux aller aux États-Unis 2 ans. Et là, voilà. Donc en France, tu payes entre 3 000 et 5 000 euros l'année. Et puis aux États-Unis, tu peux payer jusqu'à 20 000 euros. Mhm. Donc ça faisait un bon deal, quoi. Ouais. Et comme c'était 2 cultures qui m'intéressaient, mon père m'a dit, vas-y, fais-le. Donc c'est ça, je fais le CFAM. Et 2 ans et demi. Mhm. Et ensuite, j'intègre Temple University. C'est la deuxième plus grande université de Pennsylvanie. Mhm. Et je rentre à la J. Fox School of Business. Mhm. Et là, je choisis de faire entrepreneuriat. Ok. Voilà. Et c'était nouveau. Je fais un peu entrepreneuriat, un peu par hasard, parce que en réalité, quand je vais en école de commerce, je veux être comptable comme mon père, tu vois. Mhm. Et mais quand je partais dans les cours de comptable, les gens étaient trop sérieux, tu vois. Je me disais, c'est peut-être pas pour moi. Et puis, j'ai un ami un jour qui m'a montré le formulaire de cours et qui m'a montré entrepreneuriat. C'était nouveau pour moi, entrepreneurship. Je dis, c'est quoi ce terme-là? Mhm. Et quand j'ai vu la description, ça m'a parlé tout de suite. Ça m'a parlé de ce que je faisais déjà au lycée, c'est-à-dire que organiser les fêtes, régler les problématiques, comment rendre le lycée beaucoup plus... Je me dis, ça, c'est ce que je veux faire. C'est ce que j'ai vu que dans l'entrepreneuriat, tu as l'entrepreneuriat un peu de profit où je fais pour gagner de l'argent. Tu as aussi l'entrepreneuriat social pour régler des problèmes sociaux et tout ça. Je me suis dit, tiens, c'est ce que je vais faire. Et à l'époque, je t'avoue que quand je m'en vais au centre de développement professionnel, on avait un endroit comme ça. Mhm. C'était Madame Powell, je me rappelle, je suis venu, je dis, je fais entrepreneuriat. Elle a demandé à ses collègues, il y a ce diplôme ici, là, entrepreneuriat, c'est quoi? C'était tellement nouveau. Elle dit, fais entrepreneuriat. Elle dit, je sais pas te conseiller parce que quoi, tu vas prendre la place de ton patron ou voilà. Et donc, ça m'a paru un peu étrange quoi, qu'elle me dise ça. Mais en cours d'entrepreneuriat, on avait un livre qui s'appelle Diplômé en succès. Qui expliquait en réalité que quand tu vas à l'université, le plus important, c'est d'explorer en fait différents sujets, trouver ce qui te passionne vraiment. Ok. Et que du moment que tu étudies dans ce qui te passionne, ben, tu ne peux que réussir, quoi. Et c'est vrai que moi, quand je partais dans mes cours d'entrepreneuriat, j'avais l'impression... C'est que les livres de cours, pour moi, c'était des magazines comme toi, tu regardais... Je sais pas si tu aimes le foot, tu regardais un magazine de foot, quoi. Quand les profs me parlaient, j'avais l'impression de discuter avec des potes. C'était tellement naturel. Donc j'ai adoré. En plus, à côté de ça, je m'étais inscrit on avait un institut d'entrepreneuriat. Okay. Et là, j'avais un ancien mentor qui est mort d'ailleurs, mais dans l'institut d'entrepreneuriat, on a organisé des concours de business plan. On a fait la première conférence d'entrepreneuriat de la ville de Philadelphie en partenariat avec la ville pour expliquer un peu comment développer l'entrepreneuriat dans les universités, etc. J'étais le premier africain francophone à remporter un concours de business plan sur tout le campus. Okay. Ça aussi, ça a aidé beaucoup de gens à se dire, tiens, c'est possible. Et ça m'a permis également de travailler beaucoup avec la mairie de Philadelphie à l'époque. Donc, j'ai fait entrepreneuriat. J'ai quand même fait un petit minor. Tu sais qu'aux États-Unis, tu peux faire le diplôme principal et puis tu as quelques cours. J'ai fait des minors en comptabilité parce que je me disais, au cas où ça ne marche pas, au moins je vais faire comme mon père. Donc, j'ai fait un minor en comptabilité et bien, c'est passé comme ça. Et donc, j'ai eu mon master 1
entrepreneuriat et gestion stratégique des organisations. Et ensuite, j'ai commencé à travailler. Alors, mon premier boulot, j'étais encore étudiant, le tout premier boulot, je travaillais dans l'incubateur de l'université. Donc, il y avait un incubateur à l'université. Et à l'époque, c'était la grande époque eBay, tu vois. Et tout le monde voulait savoir, en fait, comment vendre des trucs sur eBay, comment ouvrir un site Internet. Et mon premier stage, c'était ça. Donc, faire un guide pour créer son site Internet, un guide pour vendre sur eBay. Donc, ça, c'est l'une des premières fois que je fais le mix entre entrepreneuriat et numérique, tu vois. Et là où vraiment ça se déclenche, bon, en cours, j'ai eu des cours d'informatique. Hein, parce que ce qui est bien dans le système américain, c'est que avant de rentrer en spécialité, on faisait un peu tout. C'est informatique, management et tout ça. Et en étant vice-président de l'association des entrepreneurs de mon université, il y avait un informaticien qui était dans le board. On devait faire un événement. Le gars devait faire le site de l'événement. Le gars, il nous dit que non, lui n'a pas le temps, il a un examen, il ne peut pas mettre à jour le site. Tout le monde embêté. Et donc, je m'en vais le supplier. J'ai dit, s'il te plaît. Il m'a dit, écoute, moi, je ne peux pas le faire, mais si tu veux, je peux te montrer comment ça se passe, quoi. J'ai dit, mais je ne suis pas informaticien. Il me dit, non, ce n'est pas grave. Donc, il m'a montré. Et je me suis rendu compte, mais ce n'est pas compliqué. Donc, j'ai appris là, comme ça, à faire des sites Internet, à gérer les trucs. Et là, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose, quoi, tu vois. Et en plus, j'avais remarqué déjà là que les grands entrepreneurs de la ville, c'était tous ceux qui étaient dans tout ce qui est... En fait, c'était un peu la bulle d'Internet de passer. Donc là, je me disais, il y avait un truc à faire. Donc là, numérique, entrepreneuriat. Donc, je travaillais sur l'incubateur. Ensuite, j'ai été embauché à l'agence de développement économique de la ville, de Philadelphie, PIDC. Et là, dans cette agence-là, le travail qu'on faisait, c'était de collecter les données de la ville et pour permettre aux maires de développer des politiques publiques, tu vois. Et donc là, mon travail, c'est un peu comme l'ANPI ici, c'était de chercher des investisseurs pour investir dans la ville. Lorsqu'ils décidaient de créer leur entreprise dans la ville, je devais les accompagner, etc., etc. Et là encore, c'est posé une problématique numérique quand, à un moment donné, pendant la crise financière de 2008-2009, là, le maire cherchait en fait à avoir des données fraîches parce qu'il y avait le recensement de la population, mais qui se met à jour tous les 10 ans. Et lui, il voulait vraiment avoir les données de marché, quoi. À l'époque, mon boss me dit, écoute, on va prendre la voiture et pendant 2 ou 3 mois, on va sillonner notre zone là, West Philly, et on va avoir toutes les données statistiques. Et il me dit, c'est toi qui dois le faire. Mais je ne touche pas à l'informatique. Et à l'époque, j'avais un stagiaire qui était étudiant en histoire, qui, lui, avait lu l'informatique pour les nuls et qui a vu comment on développe des bases Access et tout ça, quoi. Et il m'a montré comment faire des bases Access, tu vois. Et donc, on a développé un système qui permettait en fait d'avoir les statistiques en temps réel de ce qui se passait sur le terrain. Et bien, quand finalement, il y a eu la crise financière et qu'il fallait fermer les agences, j'ai été retenu pour ça. Parce que, en fait, j'avais pu développer ce système d'information-là et le maintenir et le gérer. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse un truc pour ça. Et c'est un peu vers cette période-là qu'avec mon épouse Audrey, on avait décidé de revenir au Gabon. Mais je me suis dit, avant de revenir au Gabon, il faut peut-être que je passe un peu par la France parce qu'après le bac, je n'ai plus jamais étudié notre système français. Donc, je me suis dit, alors je reviens en France, je continue les études. Et donc là, je suis rentré à l'École centrale de Paris où j'ai fait une expertise en génie industriel et services. Et j'ai été certifié en Lean Management. Donc, pendant que je faisais ça, j'ai également travaillé pour des grandes sociétés d'informatique, notamment la société Dalloz, qui fait les codes fiscaux dématérialisés, là. Donc, qui prend la loi de finances, qui la dématérialise et qui vous permet de faire des optimisations fiscales, etc. Moi, j'étais chargé des recettes et donc des tests. Et puis, j'ai travaillé aussi pour une société qui est au CAC 40, qui s'appelle GFI Informatique, mais qui s'appelle Inetom. Et j'étais en charge de développer pour l'agence du numérique, la santé, le portefeuille de santé numérique. C'est qu'en France, aujourd'hui, tu as un portefeuille, tu vas chez le docteur. En fait, il peut avoir accès à ça et voir ton historique, etc. Et voilà. Et moi, j'étais en charge de développer ça pour les étudiants. Tu vois, Erasmus. Si tu partais quelque part dans un pays où on ne parle pas français, si tu es inconscient, comment on fait pour savoir c'est quoi ton historique? C'était important d'avoir ça en différentes langues. Voilà. Et donc, c'est pendant donc, que je complète ce diplôme-là de centrale que je tombe en fait sur un conseiller spécial du président qui en fait était en train de... C'était une conférence, hein, j'accompagnais une amie, quoi. Elle s'appelle Léa, je dis bonjour. Elle disait non, j'ai envie de rentrer au Gabon, mais c'est compliqué. Je dis, il y a une conférence là qui fait rentrer les diplômés en fait au Gabon. Et quand on arrive, on trouve là monsieur Victor Ndiaye. Il est en train de faire tout un speech sur Gabon émergent et tout et tout.
Et je dis, mais pourquoi le monsieur du Sénégal, là, il parle du Gabon, tu vois? Et quand je me rapproche de lui, il me dit, ouais, on est en train on a mis en place ce plan, mais on veut créer un système d'information qui permet en fait de gérer tous les projets pour que le président, en temps réel, puisse savoir quels sont les projets qui sont avancés, ceux qui ne sont pas avancés, etc. La problématique qu'il avait, c'est qu'il n'avait pas trouvé des Gabonais dans ce profil-là, quoi. Donc, quand je lui dis un peu mon profil central, business school, il m'a dit non, il faut qu'on rentre maintenant. Je lui dis, ah non, mais moi, je rentre en 2016. Il m'a dit, non, 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 c'est maintenant. Pour me convaincre, il a embauché ma femme aussi. Donc là, du coup, il nous amène comme ça à Libreville. C'est comme ça que je rentre en 2014. Et en 2014, on est en plein sur le plan stratégique Gabon émergent. Donc, je suis consultant senior et je travaille sur pas mal de projets, donc notamment l'internationalisation d'Hogar. À l'époque, ils voulaient ouvrir des assurances en fait en Afrique de l'Ouest. Donc, il fallait travailler sur cette stratégie-là. On a travaillé avec la CDC qui voulait un tableau de bord, évaluer la stratégie de la CDC, tableau de bord pour suivre. Et puis, j'ai travaillé sur le système d'information justement du plan stratégique Gabon émergent. C'est ce qui m'a permis en fait de connaître un peu l'administration, comment ça fonctionne. Et à peu près à la même époque, on décide de participer au concours du Grand Prix de l'excellence. Là, j'ai un copain, Romain Daniel, que je salue au passage. À l'époque, justement, en sillonnant l'administration, on s'est rendu compte que les gens disent qu'au Gabon, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de données, il n'y a pas de statistiques. Mais on se rend compte qu'il y a des statistiques, il y a des données partout. Sauf que ce n'est pas digitalisé, c'est dans les tiroirs. Donc, à l'époque, on s'est dit, on va créer en fait une application qui fait en sorte que lorsque tu as envie de savoir quels sont les projets au Gabon, ben, tu peux le regarder sur une application, etc. Donc, on gagne le premier prix. En parallèle, on monte un incubateur déjà qui s'appelle Entrepreneurium avec Madame Christine Irier. Voilà. Ah non, ça, je ne savais pas. C'est ça. Donc, on monte l'entrepreneurium. Et l'entrepreneurium marche super bien. On aide beaucoup d'entreprises à se lancer. Quelques-unes comme Book et Frisette que tu connais peut-être. Ça date de cette époque-là. Pascal Longo, que tu vois, Gab Trotter, ça date de cette époque. Brady et tous ces gars-là. Voilà, c'était un peu à cette époque-là. Et pendant qu'on lance ça, eh ben, c'est Madame Abouna, Nina Abouna, qui, elle, était en train de travailler sur le projet de l'ANPI. Donc, l'ANPI, c'était sur le papier. Elle avait besoin d'une équipe. Non, Yannick, attends. La chance de faire tout le parcours. Oui, ça, c'est clairement tout. Ouais. Moi, j'ai une question, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. T'es le DG de la 5. Ouais. Tu côtoies les startups. Toi-même, tu étais start-upper. Tu es dans le pays des startups. Ouais. Pourquoi tu rentres au Gabon? Alors, je rentre au Gabon. On oublie Paris, Monsieur Nda et avant tout ça. Mais pourquoi tu décides, depuis Philadelphie, Paris, la France et après le Gabon? Mais pourquoi revenir? Alors, 3 anecdotes. D'abord, la première chose, je pense que je suis attaché à ma famille. Okay. En fait, quand je suis parti, je crois que j'ai raconté cette histoire. Mon père m'a dit, tu sais, ton grand-père, qui était illettré, il m'a mis dans une pirogue pour venir à Libreville, quoi. Voilà. Toi, je te mets dans un avion pour aller aux États-Unis. Qu'est-ce que tu feras pour tes enfants? Tu vois? Et donc, ça a fait que j'ai toujours la conscience que je partais pour prendre ce que j'ai à prendre, disait lors des communautés. Voilà. et pouvoir revenir et faire quelque chose. Donc, je suis toujours parti avec l'idée qu'il fallait que je revienne pour faire quelque chose. Okay. Donc, ça, c'est déjà ça. Le deuxième point, c'est que quand tu vas aux États-Unis, tu te rends compte finalement que si tu peux réussir aux États-Unis, tu as vu le parcours que je t'ai raconté. Pour moi, si je pouvais le faire aux États-Unis, si je pouvais être conseiller économique du maire, si je pouvais régler les problématiques d'investissement à Philadelphie, Libreville, où je suis né, avec le réseau que j'ai, il n'y a pas de raison que je ne marque pas l'histoire de mon pays. Pour de vrai, je comprends mieux l'homme que tu es aujourd'hui avec cette histoire. Et tu sais, hein, comment j'ai le déclic? 2009, crise financière. Barack Obama décide de financer en fait toutes les villes qui sont en difficulté. Donc, nous, on reçoit un package et le gouverneur décide de mettre en place une task force pour pouvoir déterminer comment ce package-là va être utilisé et tout ça. À l'époque, le directeur de commerce, il me met dans la team qui doit aller discuter de ça. Et pendant qu'on est dans la salle, il y a un monsieur qui demande, genre, who's this guy? C'est qui tu vois, j'étais jeune, c'est qui ce gars-là? Et puis, il y a mon patron qui dit « Ah non, ça, c'est un jeune qui travaille avec nous, il est vraiment excellent. Il a monté la base de données qui utilise le maire, donc on pense qu'il pourra nous aider à faire des trucs. Il a toutes les données sur... Tu vois, c'est un jeune africain, tout ça. » Et pendant qu'ils étaient en train de discuter, tu as le genre d'expérience où tu es là, mais ton esprit est en train de... Je suis en train de me dire, mais au Gabon, moi, j'ai envie de demander c'est qui cette personne-là?
Et là, je suis au top de la ville en train de régler les problématiques les plus importantes de la ville. Si je peux le faire ici, Philadelphie, c'est quoi? C'est 2,5 millions d'habitants. C'est la 9e PIB mondiale. Je veux dire, c'est le Gabon, ça. Donc, je peux rentrer. Donc, en rentrant, j'ai dit à Audrey, je pense que je suis prêt. Il faut qu'on rentre pour faire ce que je fais ici, là-bas. Et je pense que ça va même être beaucoup plus puissant. Donc, c'est comme ça que je décide à ce moment de rentrer. Et c'est bizarre. Au moment où j'ai décidé de rentrer, j'ai un copain, il s'appelle Cédric Sikout, qui travaillait dans les banques aussi là-bas. Le midi, on se retrouvait toujours, on était les deux Gabonais un peu du centre-ville, là, donc on se donnait toujours rendez-vous à midi. Au moment où je lui ai dit que je rentre, tous les midis avant que je rentre là, il m'amenait des articles en me disant, type, tu vas en France, mais ça va être difficile pour toi, le racisme, le chômage, tu vois, il m'amenait à chaque fois un article qui montrait que la France, ça va pas, quoi. Et à tous mes collègues de Philadelphie, quand je leur disais, oh là, je suis en train de partir à Paris, tout ça, mais tu es venu faire quoi à Philadelphie, toi aussi? Paris, toi tu veux faire quoi aux États-Unis? Et je lui disais, mais le problème c'est qu'à Paris, il y a trop de racisme. Il me dit, tu connais un pays qui est plus raciste que les États-Unis? Tu vois? Et quand j'allais à Paris, mon beau-père me disait, mais vous venez faire quoi ici, tout ça? Et je me rappelle aussi quand tu étais à Libreville, quand on disait que non, tu vas vivre au village, parce que les gars qui étaient au village, Libreville c'était Je me suis rendu compte en fait qu'en réalité, il n'y a pas de paradis sur Terre. Et que, en fait, si tu es entouré des gens qui t'aiment, et si tu as une mission de vie, si tu te contentes de tout, ben écoute, à ce moment-là, tu peux être heureux n'importe où. Et c'est comme ça que j'ai décidé, pas besoin d'avoir de green card, pas besoin de rester là pour les papiers ou quoi que ce soit. Tu rentres, tu réussis et puis voilà, le reste, ça ira. Ok, tu as vraiment bourlingué, justement, tu étais au niveau de Madame Nina Abouna. Ouais. Qu'est-ce qui t'emmène donc à la NPI? Ben, à l'NPI, c'est donc l'NPI, je suis en train de travailler sur le plan stratégique Gabon émergent. On a travaillé sur plein de projets, justement le Faux Koumé, tous ces trucs-là, on a conceptualisé tout ça. Et puis au moment de faire l'NPI, je suis dans un passage au niveau du cabinet où j'en ai un peu marre de donner des conseils. Parce que tu vois, moi je viens de... Mon background, c'est entrepreneuriat. Donc dans le conseil, j'avais ce truc où j'étais limité par ne pas pouvoir faire. C'est que je te dis ce qu'il faut faire, mais il n'y a pas la partie où il faut le faire, tu vois. Et c'est vrai que Victor Ndiaye avait déjà un peu conceptualisé, se dire que peut-être que l'évolution du conseil, c'était de conseiller, mais aussi mettre en place. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il avait pensé à l'époque, avec M. Monfombi et le SG de l'époque, de mettre en place ce bureau de coordination de plan stratégique Gabon émergent, de dire, est-ce qu'on peut créer une cellule où il y a des gens qui sont capables d'appuyer la mise en œuvre? Tu vois, en Angleterre, ils appellent ça les delivery units, tu vois. Et donc, en mettant tout ça en place, je me suis dit, tiens, l'ANPI, fallait créer, en fait, on avait un texte de loi qui, depuis 1998, disait qu'on devait avoir un seul endroit où on crée les entreprises. Et entre 1998 et 2018, ça n'avait jamais été mis en place. Donc, j'ai trouvé Madame Abouna avec plein d'énergie, qui a mis en place sa première équipe et qui s'est dit, les gars, il faut qu'on le mette en place. Et donc, voilà. Et c'était vraiment intéressant parce qu'on a permis de passer de 90 jours, donc 3 mois pour créer une entreprise au Gabon, à 48 heures. Quand ça va pas, quand des gars sont en grève, tu peux mettre 1-2 semaines, tu vois. Mais ça, c'était déjà mettre en place les processus qui devaient faciliter après la digitalisation qu'on connaît aujourd'hui. C'était quelque chose d'intéressant, quoi. En fait, on le voit comme ça, mais ce sont des processus hyper longs. Exactement. À monter, à idéaliser, etc. Exactement. Et en plus, on partait d'une feuille blanche. Il fallait imaginer le logo, tu vois, le logo de la NPI, tu vois, il fallait l'imaginer, les équipes. Parce qu'en plus, il fallait fondre plusieurs administrations là-dedans. Donc, il fallait... Et tout ça. Exactement. Donc, il fallait mettre tout ça. Donc, c'était vraiment génial. Et c'est donc, en étant à l'ANPI, après 2 ans et demi de l'ANPI, là aussi, à l'ANPI, c'est intéressant parce que c'est du public. Mais en même temps, on devait accompagner, par exemple, le président dans tous les voyages officiels. À chaque fois, préparer un peu les deals, penser un peu aux investissements, etc. Donc, j'ai aimé cette partie-là. J'ai moins aimé la partie où... il peut arriver que genre tu touches pas ton salaire à la fin du mois parce qu'il y a un petit problème, genre la subvention n'est pas arrivée à temps, ou bien il faut faire attention à qui tu parles, ce que tu dis parce que c'est sensible. Donc c'était une bonne expérience de vie. En tout cas, moi ça m'a permis de bien comprendre comment fonctionne le Gabon. Et puis c'est à ce moment-là qu'un jour je tombe sur quelqu'un qui me dit ouais, on est en train de vouloir mettre un incubateur numérique. Ça fait 2 ans qu'on essaie de le faire, les budgets sont en train de... Tadam. Tu aimes bien me mâcher le travail. Voilà. On va revenir sur la NPI parce que tu étais directeur stratégie et marketing. Ouais. Quel regard portes-tu sur l'attractivité du Gabon? Alors, aujourd'hui, pas au moment où tu y étais.
Aujourd'hui, il faut dire qu'au niveau de l'attractivité, j'ai envie de dire peut mieux faire. Ok, mais quand je dis aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est même avant la transition. Avant, il y avait la Banque mondiale faisait un classement des climats d'affaires. Donc là, tu peux donner un avis objectif de comment ça se passe. Mais en termes d'attractivité, on va dire que ça dépend des secteurs dans lesquels l'on regarde. De manière globale, on va dire que le Gabon est un pays où il y a gros potentiel d'investissement. Il y a encore des barrières, je pense, en termes de bureaucratie. C'est l'une des choses qui freinent beaucoup. Au niveau des infrastructures, on peut également encore faire beaucoup. On est encore loin. Quand tu vois un peu les progrès qu'ont fait l'Afrique de l'Ouest, nos amis de l'Afrique de l'Est, avec les potentiels qu'on a, il y a carrément beaucoup à faire. Par contre, il y a des points positifs. On a une population qui est très bancarisée, on a un pays qui est suffisamment connecté, un pays qui est très stable, une population qui est jeune et bien éduquée. Donc, il y a de quoi faire quelque chose. Mais je pense qu'on est en dessous de notre potentiel en termes d'attractivité. En fait, les gens c'est pas nécessairement toi, mais habituellement, le Gabonais, côté mentalité, je dis, lorsque quelqu'un devient DG de la SING, limite, il a été parachuté. Mais te recevoir ici, ça nous permet de voir, en fait, tout un historique. On voit bien l'historique depuis Philadelphie, etc. Justement, après la NPI, tu quittes la NPI pour la SING. Comment, tu m'as un peu mâché au travail tout à l'heure, mais comment tu passes à la SING? En fait, je passe par la SING. Même si j'ai l'impression que c'était un passage inévitable. Oui, parce que rappelle-toi, je te dis que quand j'entre en 2014, je crée l'entrepreneurium avec Madame Christine. Bon, c'est elle qui l'a créé, moi je suis un peu la cheville ouvrière. Et l'idée, c'était déjà de mettre un incubateur qui est dédié à l'innovation. Donc, et ça a bien marché parce qu'on a aidé à développer des entreprises en local. Et on a réussi même à exporter notre savoir-faire en Côte d'Ivoire. J'ai accompagné des startups en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Rwanda. Justement, j'entends parler de l'entrepreneuriat par un Sénégalais. Exactement, voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc quand je suis à l'NPI, je suis directeur de la stratégie. Donc, en gros, quand quelqu'un a un problème dans la boîte, il passe me voir, quoi. Tu vois, c'était un peu ça. Et là, j'ai Dr Dengue, bonjour, je dis bonjour au passage, qui est à l'ARCEP, qui un jour qui vient me voir et me dit on est en train de travailler sur un projet avec le ministère des Télécommunications. On veut mettre en place un incubateur numérique. Et cet incubateur numérique devait lancer un concours de plan d'affaires. Sauf que ça patine, quoi. Donc, il me dit, il vient me voir et qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, je prends un bout de papier, je lui explique. Bon, tu dois organiser ça comme ci, tu dois faire ça comme ça, voici les étapes et tout le reste. Il me dit, ouais, c'est bon, mais la réunion, c'est demain, quoi. Donc là, tout ce que tu me dis là, il faut que tu viennes avec moi. Je dis, OK. On était au lycée ensemble, le docteur, hein, donc on est proches comme ça. Je dis, allez, allons, on y va. Et quand on arrive, à l'époque, il y a l'ancien DG de la SING, qui était un gars du public. Il y avait le coordinateur du projet à l'époque. Et puis, il y a un expert français qui est là. Okay. Donc, l'expert français, en gros, c'est le gars qui est censé leur dire tout ce que moi, je viens de leur dire là. Tu vois? Et donc, j'explique ce qu'il faut faire, tout. Et l'expert me dit, après la réunion, il me dit, il faut qu'on se voit en off. Je lui dis, OK, il faut qu'on se voit en off. Tu sais, comme ma femme, c'est une Européenne. Donc, je monte d'abord la tête du frangin que quand tu le vois là, il a l'air sérieux. Tu sais, ils sont au Gabon. Tu peux rencontrer le Gabonais, hein? Et savoir que non, le gars là, c'est un blagueur, c'est pas un blagueur. Donc, quand tu regardes la tête du gars, est-ce que tu sens que. Voilà. Elle me rassure. Et donc, quand je vais le voir, j'avoue qu'à l'NP, c'est une période où on avait créé l'NP, c'était mis en place. Je t'ai expliqué, il y avait des petits dysfonctionnements où tu ne reçois pas ton salaire, des choses comme ça. Sérieusement, on était un point à se dire, tiens, est-ce qu'on ne retourne pas à l'étranger pour revenir On était vraiment dans cette période-là. Hein, on a déjà planifié les choses. Et donc, quand je le rencontre, il m'explique que non, on veut créer un incubateur. La réunion de tout à l'heure, tu m'as impressionné parce que voilà, tu as dit tout ce qu'il fallait. Et les actionnaires, en fait, aujourd'hui, ils veulent un directeur général pour monter l'affaire, quoi. Je lui dis, parce que moi, quand ta mission me plaît, je te donne un chiffre. Combien je dois payer? Parce que effectivement, tu vois, j'ai pas envie de tomber dans des trucs où je dépends de si tu es de bonne humeur, pas bonne humeur. J'ai pas envie d'avantage. J'ai pas envie de voilà. Je te donne un chiffre. Si le chiffre est bon pour toi, on y va. Donc c'est comme ça qu'il me dit, c'est bon. Il y a l'appel à candidature qui va se faire. Et donc c'est comme ça que je postule. Et quand je postule, je rencontre les actionnaires. Et tout de suite, ça se passe bien parce que les actionnaires, en fait, quand on arrive, je pense qu'ils ne réalisent pas le potentiel de ce qu'on peut faire. C'est vraiment le sentiment que j'ai. J'ai l'impression qu'ils comprennent qu'il y a un incubateur, mais j'ai l'impression qu'ils pensent qu'on est en train de faire quelque chose pour aider les jeunes, quoi, pour accompagner les jeunes, tu vois. C'est que surtout les actionnaires privés, ils ne sont pas là dans le sens où on est sur un truc. C'est du genre, bon, l'État nous dit de le faire,
Ils peuvent nous donner des taxes, mais voilà. À tel point que même la boîte, ils n'ont même pas prévu qu'il y ait un comptable, hein, tu vois, interne. Donc, ça veut dire que pour eux, bon, c'est un projet. Puis... Alors, je viens et je leur vends l'idée que j'avais remarqué que les incubateurs en Afrique ne faisaient pas plus de 2-3 ans. Ils disparaissaient parce qu'ils dépendaient uniquement des subventions, tu vois. Et je me suis dit, il faut qu'on arrive à trouver une structure qui a un modèle économique qui tienne. Lors de nos vacances à Cape Town avec Audrey, un jour, on est parti dans un marché. Et c'était un marché artisanal. Et au-dessus du marché artisanal, tu avais un incubateur. Et on me disait qu'en fait, le marché artisanal, là, Cape Town, là, appartient à l'incubateur. C'est que tout ce qui se vend ici, là, les gens louent, machin, mais un pourcentage que l'incubateur utilise pour pouvoir accompagner et investir. Tu vois. Donc, quand je tombe sur la SING, je me dis, tiens, bon, marché artisanal, c'est pas mon métier, mais moi, je viens du conseil. Je suis consultant en management. Donc, je lui dis, je vais créer une boîte de conseil, tu vois, qui va pouvoir avoir des fonds propres et qui ensuite, avec ces fonds propres-là, pourra accompagner des entrepreneurs. Plus les programmes que l'État mettra en face, on a vraiment une belle boîte qui peut facilement atteindre le milliard de chiffre d'affaires si tout se passe bien avec l'impact qu'il faut. Et donc, c'est comme ça que je propose ça au conseil d'administration qui aime bien la Banque mondiale et c'est ce qu'on fait. Donc, on organise, à l'époque, la SING, c'était un garage. Hein. Donc, on l'organise de telle manière que l'on puisse faire de la location d'espace, d'équipements. On fait du conseil aux entreprises, on fait du développement informatique avec un modèle bien spécifique. C'est qu'on ne fait pas comme les CS2I où il faut que tu nous amènes un cahier des charges. Nous, tu viens chez nous que quand tu veux faire quelque chose en agile, vite et bien avec un MVP. Donc ça, on le fait. Et très vite, en 2-3 ans, on avait déjà 2 ans de retard sur le projet. La Banque mondiale commençait à dire « Ouais, vous êtes en retard sur tel indicateur, sur tel indicateur. » Je fais central. Donc, tout ce qui est indicateur, tout ça, c'est... Donc, au bout de 2 ans, on avait mis tous les indicateurs au vert. Et bon, puisqu'on est des informés intimistes, hein, les indicateurs au vert, je me suis demandé même si c'était pas une erreur parce que à un moment donné, les gars te disaient ouais, on va te donner moins d'argent parce que ça a l'air d'aller. Maintenant, moi, je pensais qu'en faisant le bon élève, vous serez sûrement en train de me dire tiens, voici de l'argent pour acheter ton bâtiment, etc. etc. Donc, non, au contraire, c'était beaucoup plus compliqué parce que, comme tu imagines, je te raconte tout ça, il y avait des hauts, des bas, des gens qui ne comprennent pas parce qu'en plus, on est une société anonyme, donc privée. Ouais, mais pourquoi c'est pas fait par le public? Ah ouais, dans votre actionnariat, il y a les Marocains, non, est-ce que c'est pas un problème? Alors que ce format privé-là, c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, 7 ans après, on a les résultats qu'on a. Parce qu'en fait, on n'était pas dépendant du fait qu'il manque des subventions. Quand ça n'allait pas, on pouvait fonctionner. Et puis, ça nous donne la flexibilité d'aller capter justement des financements qui viennent de bailleurs, quoi. Aujourd'hui, on va dire que, j'ai envie de te dire que 95%, ou en tout cas les 2 dernières années, 100% de tout ce que j'ai fait en financement vient de l'international, quoi, de bailleurs ou d'entreprises privées. Voilà. Donc, c'est un point positif parce que ça a permis de montrer que le modèle économique fonctionne. Hein, je pense que là, on est en train d'aller devenir bientôt, en tout cas dans la sous-région, l'un des plus anciens incubateurs. Tu vois. Le plus ancien que je connais, c'est Kelab, qui est au Rwanda, avec qui on a même fait un partenariat parce qu'il voulait étudier notre modèle, puisque la présidence là-bas a arrêté de financer. Et donc, le modèle économique, ça marche. Par contre, le fait que l'État n'ait pas de programme d'entrepreneuriat, comme ça se passe en France, aux États-Unis, fait que finalement, notre impact peut être limité parce que finalement, on le fait sous fonds propres. Et puis, en termes de finances, ça peut être lourd hein, parce qu'il y a les impôts. J'essaie d'avoir des employés. Je crois que je suis le seul incubateur aujourd'hui qui a des employés à plein temps avec des contrats au bonne et due forme qui sont bien payés parce que je voulais en fait être capable d'avoir cette autonomie de production. Je voulais pas être le type d'incubateur qui va chercher des experts ailleurs pour venir exécuter les programmes et tout ça. Je voulais vraiment que nos programmes soient conçus, qu'on ait des outils propres à nous, qu'ensuite, nous, par contre, on peut commencer à exporter. Tu vois, voilà. Donc, c'est un peu l'histoire de la SING. Et je vais revenir quand même dessus. La SING, en fait, la petite histoire, hein, la SING, j'ai visité vos locaux actuels. J'ai visité avant même que vous ne soyez là. Et il y avait encore des câbles partout. Je ne sais même pas si c'était avec toi. Je me rappelle. Si. Moi, je commençais à SING. Mon assistante Dora s'assied sur des cartons et moi, je n'avais même pas encore de bureau, quoi, tu vois. Donc, on a du tout aménagé, etc. Si, je me souviens. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu retiens? La SING, ce n'est pas derrière, c'est ton présent. Mais quel est le projet qui t'a le plus fait plaisir en tant que patron de la SING? Alors, ce qui me fait le plus plaisir aujourd'hui à la SING, il y a 3 choses. La première, c'est qu'on est l'incubateur qui a mobilisé le plus de fonds pour les startups au Gabon. Je crois qu'on a dépassé la barre des 520 millions.
que l'on a capté et que l'on a donné directement aux startups. Donc ça, c'est vraiment une fierté. L'autre fierté que j'ai, c'est le taux de satisfaction. C'est-à-dire que je m'assure qu'avant et après, que les startups donnent une idée de ceux qui vivent dans le programme, quoi. Et là, je vois que pour toutes les startups qui sont passées, on a accompagné plus de 260. Voilà, on a un taux de satisfaction qui est très élevé. La dernière satisfaction, c'est de voir se développer. D'abord en interne. Moi, mes équipes, la plupart des gens avec qui je travaille, c'est des gens qui ont commencé chez moi en stage. Et aujourd'hui, il y a certains qui sont aujourd'hui, j'ai envie de te dire, des responsables de famille. Je vois comment leur vie a changé, comment, lorsqu'on va à l'international, ils se rendent compte que finalement, ceux qui font comme travail et de classe mondiale, c'est qu'ils n'ont pas à avoir de complexe par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, hormis, bien entendu, les dimensions, tu vois, mais fondamentalement, c'est la même qualité de travail. De voir ces jeunes-là, tu vois, évoluer en tant que personne, pour moi, c'est un plaisir. Parce que c'est pourquoi je suis rentré au Gabon. Tu vois, de me dire que je peux faire en sorte que des gens puissent vivre de l'activité, quoi. Et puis, au final, aussi les startups. Tu vois, quand on a démarré en 2018, on s'est dit, d'ici 2030, il faut qu'on ait des champions numériques à l'échelle du continent. Champion numérique, pour nous, c'est une startup qui règle une problématique au Gabon, mais dans un autre pays également. Donc là, on est en 2025. On a Kabalou qui est en train de s'exporter au Bénin. On a Relief Service qui est en train de s'exporter au Congo. La POSI qui essaie de faire une chose en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je me dis, il y a un pari qui a été gagné ici. C'est vrai qu'il y a encore des progrès à faire. On n'est pas encore au niveau des licornes, mais on est au niveau de ce que j'appelle des panthères. C'est-à-dire que des jeunes qui, statistiquement, à 32 ans, sont au chômage, vivent chez leurs parents, vont peut-être trouver leur premier CDI à 32 ans. Tu vois, ça, c'est les statistiques de politique sociale au Gabon. Eh bien, on a des jeunes, nous, de 25-30 ans, qui ont des boîtes, 50 millions à l'année, 80 millions à l'année, qui emploient 2 ou 3 personnes en temps plein, peut-être 8 quand tu regardes un peu leurs fournisseurs, etc. Tu vois. Et pour moi, ça, c'est une fierté, quoi, parce que tu permets à des gens d'être autonomes, tu les permets de sortir de la précarité. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Moi, je confirme, il y a quelqu'un qui est sur le plateau, là, vous ne le voyez pas. Je l'ai quasiment vu grandir à la Signe. Hein. Ouais, il a maintenant, il est comme moi maintenant, il a la barbe, il a la barbe partout. Tu as vu? Justement, selon toi, quelles sont les principales difficultés rencontrées par les jeunes entrepreneurs inspirés de tout ton vécu? Donc, dès tes premiers pas au Gabon, dans ton retour après les études, après l'expérience sur la France et tout, quelles sont les principales difficultés? La première, c'est qu'on a des entrepreneurs qui ont un problème de formation. Alors, quand je dis formation, ça ne veut pas dire qu'il faut aller les renvoyer à l'école. Hein. Ce que je veux dire, c'est que gérer une entreprise, c'est une science. Je t'ai expliqué mon parcours. Voilà, moi, je fais 5-6 ans de gestion d'entreprise, etc. On ne s'improvise pas manager d'entreprise. Donc, les entrepreneurs, en général, ce sont des gens qui ont des bonnes idées, mais parfois qui n'ont pas les moyens d'avoir l'équipe autour. Donc, au départ, ils doivent tout faire eux-mêmes. Et malheureusement, dans notre écosystème, il n'y a pas beaucoup d'endroits où ils peuvent aller et se dire « Tiens, j'ai des lacunes en marketing. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ou est-ce que je peux faire de la formation continue sur ce sujet-là » Il n'y a même pas de mécanisme au niveau de l'État qui dit « Tiens, je suis un entrepreneur. Ben, si tu te formes, l'État te permet de réduire ce coût-là. » Tu vois. Ou alors, si tu te formes, ou si ça fait 2 ou 3 ans que tu es dans l'entreprise et que tu fais du marketing, eh ben, que tu puisses avoir une équivalence en termes de diplôme qui te permet de pouvoir faire des choses. Ils le font, hein. En France, ils le font, mais pas chez nous, tu vois. Donc, ça, c'est la première chose, la formation. Ensuite, il y a aussi la formation des équipes. C'est que des entrepreneurs, tu as des entrepreneurs qui ont une bonne idée, mais il a du mal à retenir les talents. C'est-à-dire que les talents, soit ils demandent trop, soit en réalité, lorsqu'il commence à être un peu bon, on le débauche. Moi-même, je l'ai vécu. Hein, je ne sais pas combien de. Je ne vais même pas tester les noms. Il y a 5 déjà avec qui je peux me dire bonjour tellement il est venu, m'a pris des ressources importantes. Donc, la formation des employés. Parce qu'on a un système éducatif qui va faire en sorte que quelqu'un, on va dire, sur la théorie métier, il connaît tout, mais il ne sait pas se comporter en réunion. Il ne sait pas ce que c'est qu'arriver à l'heure, il ne sait pas ce que c'est que prendre des responsabilités, il n'a pas tous les soft skills, tu vois. Donc, limite, tu les prends, mais tu dois également un peu faire leur éducation, etc. C'est que même pendant les stages,
la plupart de gens, quand on fait les stages, on les met à faire des photocopies, à aller acheter le repas à midi, au lieu d'amener les jeunes justement à développer des compétences. Ouais. Donc ça. Le troisième élément qui est souvent qui est manquant pour moi, c'est tout ce qui est le volet administratif. C'est-à-dire que quand les gens se lancent dans l'entrepreneuriat, parfois ils n'ont pas conscience de toute la bureaucratie auquel ils devront faire face. Quels sont les impôts à payer, etc. Dans d'autres pays, et c'est pour ça qu'avec le réseau des incubateurs, on fait le plaidoyer pour mettre en place ce qu'on appelle une carte entreprendre. C'est-à-dire que ce serait bien dans notre pays que quand tu vas, par exemple, créer ta société à l'ANPI, le ministère des PME, par exemple, t'offre une bourse de formation. C'est-à-dire que tu vas, tu crées dans ton récépissé, tu as 2 ou 3 jours de formation offertes. Après, si tu veux prendre plus, tu peux payer plus de ta propre, mais tu as 2 ou 3 jours où on doit t'expliquer c'est quoi les impôts, tu as droit à quoi, les exonérations, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'exonérations auxquelles on a droit, mais dont on ne profite pas parce qu'au moment où tu entends parler de ça, on te dit « Ah, c'était trop tard, il fallait faire ça au moment que… » Tu vois. Donc, ces 3 jours-là, la carte entreprendre te permet d'avoir ça et c'est obligatoire. Si tu ne les fais pas, tu ne peux pas avoir la fiche circuit finale, tu vois. Voilà. Je pense que ça, il faudrait avoir ça, ce côté administratif. Et je terminerai sur 2 autres points, c'est les technologies. C'est-à-dire que nos PME ne sont pas suffisamment sophistiqués pour pouvoir créer de la valeur. Voilà, on a encore des problèmes de productivité et donc on devrait réfléchir à des mécanismes pour faire en sorte que les PME puissent avoir accès aux équipements, et puis aux experts qui leur permettent d'innover. Voilà. C'est ça un peu que je mettrais comme problématique que j'ai constatée pour les startups. Ok, et j'ai une question en même temps. Tu as parlé de la forme juridique de la SING, mais je vais quand même revenir là-dessus. Comment tu réussis à convaincre ces investisseurs qui se décident à injecter de l'argent jusqu'à 400-500 millions de francs CFA pour les startups locales? Comment tu arrives à le faire? Alors, la première chose, c'est que nous, à la SING, on a une méthodologie d'accompagnement qui est particulière, qu'on a développée, qui s'inspire de Lean Startup de Steve Blank et bien entendu le business model Canva de Osterwalder. Quand je dis ça comme ça, c'est qu'il y a le document à remplir là. Mais en réalité, derrière, il y a toute une science sur la définition des hypothèses et les tests de valeur qui permet d'évaluer si un modèle économique va tenir ou pas. Et c'est intéressant, avec l'IA aujourd'hui, on peut même créer des algorithmes prédictifs qui permettent de dire ce projet-là, cet individu-là, dans ce marché-là, le taux de réussite est 2, tu vois. Et on a aussi quelque chose qui s'appelle Traction, de l'auteur Gino Wickman, qui permet en fait de voir quels sont les 6 moteurs de croissance d'une entreprise. Donc, sur la base de toute cette erreur, on a développé des outils qui nous permettent d'évaluer la maturité d'une startup et d'une PME. La maturité, on ne la mesure pas, ouais, ça fait 10 ans que tu existes. Parce qu'il y a des entreprises qui existent depuis 10 ans, mais qui ont un niveau de structuration d'une entreprise qui a démarré hier. Tu vois, on ne compte pas le nombre d'employés, parce que les employés sont là, pas de fiches, pas de rien, on ne sait pas ce qu'ils apportent réellement. Donc, on a un outil qui va analyser la complémentarité des compétences du porteur de projet, qui va regarder le niveau d'innovation, qui va regarder le modèle économique, et puis qui va savoir est-ce que tu sais tout ce qu'il faut savoir lorsqu'on gère une startup. Voilà. Et à partir de là, on te suit. Ce modèle-là donne une garantie de résultats. C'est pour ça que dans notre programme, on a un programme qui s'appelle Tech Clinique. Sur 4 semaines, on te dit que c'est 400 000. Hein. Si au bout de 2 semaines, tu sens que tu ne bouges pas, on te rembourse. Parce que le process fait qu'en entrée, on sait sélectionner et on sait prédire ce qui va sortir. Et c'était souvent ça qu'on reprochait aux incubateurs. Ouais, les gens rentrent, mais il n'y a pas de résultats. Mais en réalité, c'est parce qu'il n'y avait pas un process d'accompagnement. Donc ça, on a réussi à structurer ça. Et donc, les bailleurs, quand ils viennent, ils adorent ça. On a des équipes qui sont bien formées avec des processus. C'est quand tu viens à la SING, l'accompagnement, c'est comme ça, quoi. On sait, en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois, on sait comment ça sortir. Les équipes sont huilées, ils ont une manière de faire. Les experts, je ne les prends pas de l'extérieur. Donc, ce qui fait qu'il y a une amélioration continue des méthodologies. Tu vois. Donc, c'est-à-dire que mes experts, lorsqu'ils travaillent avec toi, ils ont vu vraiment 200 start-up gabonaises, quoi. Donc, quand tu viens, il y a un recul. Quelqu'un peut venir de l'international, il n'aura pas vu 200
ou 300 startups gabonaises avec ce que ça veut dire en termes de mentalité, en termes d'organisation, en termes de réalité de marché, tu vois. Donc ça, c'est ce qui fait en sorte que, je pense, les partenaires acceptent de travailler avec nous. Et puis, on est très indicateurs. Tout ce qu'on fait, on regarde, on a des KPI bien. Chacun d'entre nous dans la boîte a son KPI dont il est responsable et qui doit faire évoluer. Et donc, à chaque fois qu'on termine des programmes, on sort des rapports qui fait qu'il y a vraiment une confiance entre nous et les bailleurs aujourd'hui. Ok. Justement, tu as bien fait de le dire. 200 startups. Justement, que penses-tu des gens qui disent, c'est pas forcément les gens qui disent que on ne voit pas ce que la SING fait, on ne voit pas les startups. Ouais. Mais je sais aussi que tout récemment, vous avez publié une infographie. Ouais. Et moi-même, j'ai découvert. Hein. J'ai découvert, même s'il y a, je suis au fait de certains secrets qui n'en sont pas vraiment. Ouais. Et dans les 400 millions, est-ce que tu as un exemple concret de start-up qui a été accompagné, pas nécessairement dans les 400 millions, même un accompagnement de type, pas nécessairement financier. Est-ce que tu as un exemple de start-up? Alors, pourquoi les gens disent souvent qu'ils ne voient pas les start-up? Parce qu'au Gabon, on a été habitué à une économie où, dans le secteur privé, c'est quelqu'un qui a un marché captif avec l'État. Et puis, en 2 ans, tu le vois en Prado, tu vois, il commence à monter les maisons, etc. Donc, quand il voit, par exemple, un jeune qui avait une idée sur le papier, qui, au bout de 1 an ou 2 ans, commence à faire 20 millions, 30 millions, il ne réalise même pas que là, tu es un entrepreneur, en fait. Je ne sais pas si tu me suis. Donc, c'est pour ça que l'entrepreneur peut passer devant toi, tu ne vois pas, parce que tu es habitué au gars qui devient entrepreneur comme ça. OK? Alors que, c'est-à-dire que tu m'as dit un peu Zuckerberg, Facebook, il y a 15-20 ans, il ressemblait à quoi, en fait? OK? Aujourd'hui, tu veux que le jeune start-upper gabonais ressemble à Zuckerberg qui a 20 ans de boîte. Les Uber, enfin, toutes les grandes entreprises qu'on connaît aujourd'hui du numérique sont des boîtes qui ont 15-20 ans. Et nous, en réalité, on a commencé il y a peut-être 6 ans, 7 ans. Tu vois un peu? Donc, quand les gens disent qu'ils ne voient pas ça, c'est parce qu'ils n'ont pas les bons métriques. Moi, j'ai vu un jour un de mes grands, je ne veux pas dire parce qu'il se reconnaît, qui me dit « Ouais, mais depuis que la SING est là, comment ça se fait que vous n'êtes pas encore une licorne ?» Je dis « Même les premières licornes apparaissent en France il n'y a même pas 5 ans. » OK? C'est-à-dire qu'une boîte comme Apple, en termes de valorisation, c'est tout le CAC 40 réuni. Et nous, on a quel capitaux pour dire qu'on va booster les... Donc, c'est pour ça que moi, le premier défi, c'était de se dire, à la SING, si on peut déjà faire en sorte qu'un jeune, il a une idée et qu'au bout de 3 mois, on peut toucher un produit, on peut toucher une application, on peut la tester. Voilà, cette bataille-là, on a fait aujourd'hui, ce n'est plus de la magie. Avant, je te modifie, toi qui suis un peu l'écosystème, avant 2018-2019, tu entendais qu'il a une application qu'il a créée, ça n'existait pas, tu vois. Est-ce que c'est un hasard que depuis que la SING a été créée en 2018, tu regardes tous les projets d'application, ça part de 2018-2019. Je ne sais pas si c'est un hasard. Moi, les données me font penser que c'est notre arrivée sur le marché. Il n'y a jamais de hasard. Voilà, qui fait que ça a développé ça. Donc, ces startups existent aujourd'hui. Eh bien, il y a certaines que tu connais, hein, on les a citées. Ekena, qui permet d'acheter des billets sur son téléphone lorsque tu vas aller à Port-Gentil. ePharma, qui dématérialise les pharmacies, qui fait en fait qu'avec Toc Medoc, tu peux savoir l'avance où se trouve ton médicament quand tu es à l'intérieur du pays. Relief Service, tu mets ton budget, ça te dit à quel hôpital il faut aller te faire soigner à l'international et comment tu peux être accompagné. Et je peux te citer des tonnes comme ça, ST Digital, Posi, Yobo Resto, ça c'est les trucs que je cite souvent. Voilà, mais on a fait un mur là récemment de 60 startups qu'on a Wagi, qui permet de mettre en relation les agriculteurs, les transporteurs. Wagi, je connais. Voilà. Chayams, qui fait de la logistique, aujourd'hui même au Cameroun et au Tchad. Voilà. Lorsqu'on a fait venir les bœufs, là, le premier, ça a fait venir les bœufs du Brésil, ils avaient utilisé en fait des bus, des camions de cette plateforme-là pour acheminer les bovins, quoi, tu vois. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je pense que la SING, honnêtement, en 7 ans, je pense qu'on a fait un travail extraordinaire. En réalité, il faudrait justement qu'en 2030, qu'on puisse avoir des entrepreneurs, un peu comme on a créé Tech 241 aussi au passage. Exactement. Le syndicat des entreprises technologiques, qui réunit les 20 entreprises qui ont passé un peu la barre des 80-100 millions. Donc, moi, j'aimerais que dans 20-30 ans, que voilà, la moyenne des startups soit là et que demain, on soit assis à la Fédération des entreprises du Gabon et qu'on ait un vrai poids. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les grands ne nous voient pas encore parce que quand tu parles pas en milliards, tu n'existes pas pour eux, quoi, tu vois.
Mais c'est parce que notre économie est encore l'économie de la révolution industrielle précédente. Exactement. C'est-à-dire que quand tu regardes les plus grandes entreprises américaines, chinoises, elles sont toutes dans le secteur du numérique. Il n'y a plus d'entreprises du pétrole, des mines, je sais pas moi, de la grande distribution, elle commence un peu en bas, quoi. Mais nous, notre économie, c'est encore dominé par ça. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai changement de modèle économique que l'on doit faire sur le niveau national. Et j'espère que nous, on est les OIMA d'aujourd'hui. C'est qu'il y a 30 ans, comme les gens n'imaginaient pas que le Gabon pouvait avoir une banque qui est dans 13 pays, j'espère que dans 30 ans, les gens se sont dit « Ah, ils ont fait le choix du numérique. » Et c'est pour ça que, voilà, on est des multimilliardaires, quoi. J'espère que ça va arriver. Inch'Allah. J'ai envie de te demander, en fait, quels sont les différents niveaux d'accompagnement de la SING? Parce qu'il faut aussi que les gens comprennent, parce que eux, lorsqu'ils entendent la SING, ils se disent la SING distribue de l'argent. Ouais. Ce n'est pas nécessairement de l'argent. Non. Quels sont les différents niveaux d'accompagnement? En fait, un incubateur, ce n'est pas une institution financière, je dis ça. Donc, on ne distribue pas de l'argent. Par contre, l'une des choses aussi que les gens pensent, c'est que vous venez à la SING que si vous voulez travailler sur une application. Ok. En fait, le numérique, ce n'est pas un secteur, c'est un moyen. C'est quand tu regardes, par exemple, la banque, c'est du numérique, puisque l'argent que tu vois au distributeur, là, tu ne le vois pas. En fait, c'est des données. Donc, nous, on réfléchit à comment le numérique peut optimiser tout type de secteur. Ok. Donc là, l'une des fiertés qu'on a, c'est une startup qui s'appelle SIAG, qui est un incubateur agricole, qui fait de l'agritech, avec qui on accompagne 10 startups en ce moment-là, tu vois. Donc, c'est de l'agriculture, mais on réfléchit comment faire de l'agriculture de précision. Donc, avec des capteurs, on l'a aidé à faire une serre hydroponique pour pouvoir faire de l'agriculture hors sol, tu vois. Donc, ça, c'est-à-dire qu'à la SING, on peut accompagner tout secteur. Maintenant, à quel niveau on a? À quel niveau tu peux rentrer à la SING et quel type d'aide? On a ce qu'on appelle des masterclass gratuites. Ça, c'est ouvert au grand public. Ça, c'est quand, en fait, tu n'es pas clair sur ce que tu as envie de faire, tu cherches des idées, tu veux rencontrer des partenaires, tu viens. C'est 2 fois par mois. Tu appelles Kenny, te mets dans la liste, et puis voilà. Vous êtes, ça te permet, si tu fais tout le cycle, sincèrement, si tu as une idée, tout le cycle de formation va t'amener à affiner ton idée. D'abord, comment tu assures que ton idée est bonne? Comment tu fais du marketing de ton idée? Comment tu montes ta première équipe? Donc, au fur et à mesure, si tu fais tout le cycle des formations, normalement, au bout de 1 an, tu as un projet. Et en plus, si tu viens régulièrement, tu vas rencontrer des gens qui peut-être ont les mêmes passions que toi et ça te permet de monter la première équipe. Exactement. Après, dans le développement des startups, tu as 3 étapes. Tu as ce qu'on appelle l'adéquation problème-solution. C'est-à-dire que c'est là où tu penses que tu as identifié un problème et que tu penses avoir la solution. Donc là, tu peux venir chez nous à ce moment-là. Et l'objectif de l'accompagnement, c'est d'arriver à développer un produit qui fait la démonstration de son efficacité. Et puis prouver que tu as peut-être 10, 20, 30 personnes qui veulent acheter ton produit. Tu vois? Et là, tu peux venir de ce qu'on appelle une tech clinique. Donc, la tech clinique, tu as 1h30 où on discute sur ton projet et tu sors de là avec une feuille de route. Et si la feuille de route, tu peux l'exécuter toi-même, c'était un peu le cas de Posi. Ou alors, si tu as besoin d'aide, là, on fait un plan sur 4 semaines avec des livrables bien spécifiques que l'on doit accomplir au bout de ces 4 semaines-là. Et généralement, si c'est un produit, on va développer le produit. Si c'est un business plan, on va faire le business plan, etc. etc. Voilà. Et ça marche bien. Je crois qu'il y a une centaine d'entreprises qu'on a accompagnées sur ce programme-là. Le deuxième étape de développement d'une startup, c'est ce qu'on appelle l'adéquation produit-marché. Est-ce que ton produit a un marché qui existe là? Et ça, c'est souvent là où beaucoup d'entreprises se perdent. C'est que j'ai un produit, j'ai eu peut-être 20 premiers clients, mais je suis persuadé que c'est un business. Mais en fait, quand tu pousses, tu te rends compte que le marché, c'était juste les 20 personnes là. Tu vois? Et tu as investi et ton produit ne se vend jamais. Ou alors, tu as vu la petite cousine qui cuisine bien à la maison là et qu'on dit, ah, tu devrais lancer ta marque. Et puis, elle fait des délices de mamie là, tu vois? Et puis, quand elle lance le business, elle se rend compte que même ses tantes qui l'encouragent, elle ne vient même pas acheter le truc. Donc là aussi, on a un programme qui s'appelle Cohorte Innovation où la première partie de ce programme, c'est un programme hybride. C'est de l'accélération et de l'incubation. Donc, les 3 premiers mois, on doit faire la démonstration qu'il y a une vraie demande. Donc là, tu dois avoir soit un contrat majeur, tu dois atteindre un chiffre d'affaires particulier, ou bien signer un contrat de partenariat. Donc, on va travailler pour étudier s'il y a la profondeur de marché. Si au bout de 3 mois, tu atteins ces 3 indicateurs, tu continues. Si tu n'atteins pas, on te sort. Et quand tu continues, on signe avec toi ce qu'on appelle le contrat de financement alternatif. Ça, c'était une solution pour les questions de financement. Donc, au lieu qu'on te donne du cash, on va te mettre à disposition les experts, les bureaux, les fournitures dont tu as besoin pendant 2 ans pour développer ton projet. Et l'idée, c'est qu'au bout de 2 ans,
si tu atteins tous les objectifs, par exemple, si tu lèves des fonds, nous, on va sortir de ton actionnariat avec une plus-value puisque tu auras levé des fonds. Ou alors, on décide de sortir tout simplement. Et puis, voilà, on aura touché quelques frais de ce qu'on aura apporté en termes d'apport en industrie. Voilà. Donc ça, c'est quand tu as cette étape-là. Et puis, tu as l'étape de passage à l'échelle, donc ce qu'on appelle le scale-up en anglais. Et là, qu'est-ce que nous, on fait? Ce sont des entreprises qui existent qui, dans leur activité de scale-up, ils ont besoin soit d'un nouveau plan stratégique, ils ont besoin de réfléchir un peu à ce qu'il faut faire sur les prochaines étapes. Ils ont besoin de mieux formaliser la structuration de leurs équipes. Parfois, ils ont juste besoin de bureaux ou de mise en relation. Et donc là, nous également, on le fait. On peut répondre à des appels d'offres avec vous. On peut vous mettre à disposition des moyens. On peut vous mettre en relation avec des financiers. Et voilà. Donc, voilà un peu les différentes étapes et le type d'accompagnement que tu peux avoir chez nous. Et justement, j'ai vu que vous avez quand même la possibilité de collaborer avec des entreprises. Je pense que la première fois où au Gabon, j'ai entendu parler des Progressive Web Apps, c'était avec la SING. C'est vrai. Vous avez travaillé avec une société d'assurance, je crois. Oui, si. Donc, vous avez également développé ce côté-là. Exactement. En fait, à la SING, on a, ça s'appelle une Digital Factory. Tu sais, les gens parlent de Fab Lab et tout ça, mais quand tu parles de développement software, c'est une Digital Factory. Donc, c'est en fait, j'ai des développeurs et ça me permet de laisser un mot aussi pour l'USTM. Je trouve que ce soit vraiment dommage que l'USTM, qui doit être la crème de la crème, qu'on ne mette pas les moyens pour que ce soit dans les questions. Voilà. Ah, donc vous bossez en partenaire avec l'USTM, c'est ça? Alors, pas en partenariat en tant que tel, mais j'ai recruté des éléments de la BAC qui sont très bons. Voilà. Et du coup, on arrive à développer des solutions. Mon équipe de Digital Factory, ils vont travailler avec les startups, ils vont travailler avec les entreprises locales lorsqu'elles ont des besoins. Et même aujourd'hui à l'international, il y a des entreprises de France, de Suisse qui nous sollicitent parce que nos développeurs coûtent aujourd'hui moins cher que ceux du Maghreb, par exemple. Ok, je suis obligé d'arrêter, mais je pense que cet épisode mérite une partie 2. Je pense que Yannick nous accordera ça volontiers. Plus tard. C'était Yannick Ebibi, directeur général de la SING, dans ce nouvel épisode du podcast de NAM. Merci encore Yannick d'être passé. Merci.